monsieur, bonsoir. Ravi ce soir de vous savoir rencontrer nombreux derrière vos petits écrans à l'écoute de Horizon 3 télévision. Bienvenue sur votre Espérale Horizon Soir, première sortie de la semaine de ce 9 décembre de l'an de grâce 2024. Sentez-vous donc salut à votre fidélité. Nous honore Horizon Soir, votre émission qui adresse, qui convoque l'actualité comme nulle part ailleurs. Horizon Soir qui tous les soirs sur plateau reçoit un panel riche et varié d'experts qui croisent ici le verbe de manière à ressortir la quintessence, l'essence, l'épicentre et même la substance de la bonne, mais alors là, de la très bonne information. C'est donc à la bonne adresse, c'est vous confortablement. C'est pas le temps de refaire surtout à la régie, par cette légère façon on reviendra derrière pour présenter ceux qui sont déjà venus ici en studio, qui sont hommes politiques, qui sont journalistes, qui sont enseignants, qui sont venus ici. Ils ont bien voulu ce soir venir nous honorer leur présence pour venir partager. La personne qui change. Chez nous ici, on s'appuie encore, on peut encore s'appuyer sur une personne pendant une dizaine d'années parce qu'on lui fait confiance. Parce que c'est ça, le gouvernement est un outil politique. Et d'ailleurs, le ministre est un poste politique, quel que soit le pays. Vous voyez, Trump vient d'arriver, il va forcément venir avec ceux sur lesquels il veut s'appuyer pour pouvoir travailler. Donc maintenant, ici, nous avons un président qui est là depuis un bon bout et qui forcément a des repères, des fidèles politiques, des soutiens, des partisans sur lesquels il s'appuie pour faire son gouvernement. C'est tout. Donc, si on ne prend pas cet aspect-là, on va forcément rentrer dans la polémique. Or, cette polémique ne tient pas si on convoque ce fond de la gestion des réalités politiques que sont, par exemple, la composition d'un gouvernement ou le choix d'un collaborateur. Voilà, merci pour cette première prise de parole. Je vais présenter le deuxième avec nous sur ce plateau. Il est un enseignant, analyste socio-politique, visage qui s'impose dans l'univers audiovisuel au Cameroun depuis un moment certain, ou depuis un certain moment. Il nous fait l'honneur, il commence à être un habitué de nos plateaux, il nous fait tout l'honneur de répondre au présent lorsque nous l'invitons. Lui, c'est Patrick Assiga. Patrick Assiga, bonsoir. Bonsoir Bertrand, bonsoir à mes co-distants sur ce plateau, bonsoir à l'équipe technique, au top management ainsi qu'à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un plaisir de nous retrouver sur ce plateau qui effectivement monte et monte encore. Lorsqu'il s'agit Lorsque vous voyez l'annonce sociale, vous voyez les travaux qui font au quotidien, le travail qui font au quotidien, que c'est un bon choix, c'est une bonne perspective. Ces 20 ans n'ont pas été 20 ans perdus, c'est des personnes qui, à leur poste en 20 ans, ont véritablement impulsé des choses dans les Camerounais, ont changé le devenir du quotidien des Camerounais, du moins dans les sectoriels qui leur ont été depuis 20 ans. Des rôles intellectualistes que mes deux co-panélistes ont pris. Je suis surpris. Je comprends qu'ils sont beaucoup plus dans la théorie. Le gouvernement est un outil politique, je vais le répéter. Les questions de politique publique sont des questions qui sont pensées par un ensemble d'intelligence en amont. Et les ministères, secteur par secteur, sont chargés d'implémenter. Donc on ne peut pas parler d'inertie. Si on prend par exemple le ministre de l'enseignement supérieur depuis 20 ans, on ne peut pas dire que l'université a stagné et que l'enseignement supérieur est resté sur place. Rien qu'en termes d'infrastructures créées, d'universités créées ou en création, on ne peut pas dire qu'on a fait du surplace. Quand on va prendre le ministère du Commerce, parce qu'il faut que les gens aillent souvent aller. C'est pour ça que j'ai souvent un souci avec les cellules communication de nos ministères. Ils ne communiquent pas assez. Ils ne communiquent pas très bien parce qu'ils devraient mettre à la disposition du public des actes ou les actions qui sont posées, les politiques qui sont les siens. Je vous mets au défi d'aller dans ces pays-là, prendre les données internes, n'est-ce pas, les véritables données, les réalités,
pas les standards définis par un groupe de personnes qui ont des lobbies qui devraient me donner à qui le bon point et à l'autre le mauvais point parce que certains font la nugrette, d'autres ne voudraient pas rentrer dans certains canaux parce qu'on sait exactement comment on fait tous ces stats-là. Allez dans ces pays. Si vous prenez aujourd'hui la vie au Cameroun, elle coûte vraiment plus cher qu'au Gabon. Elle coûterait plus cher, par exemple, au Rwanda. Elle coûterait plus cher, par exemple, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez pris soin, vous, en tant que journaliste, d'aller toucher les réalités de ces pays-là pour pouvoir faire le point sur, entre guillemets, ce qu'on a appelé globalement la vie qui coûterait cher. Pour comprendre que le gouvernement a la préoccupation du bien-être des populations, il faut voir le ratio qu'on met en termes d'enveloppe budgétaire par ministère. Vous allez voir que, par exemple, cette année-ci, et nous allons en parler tantôt, on a mis plus d'argent au niveau du ministère des Travaux publics parce que le problème des infrastructures routières commence à faire problème pour pouvoir faciliter. Ça, c'est un exemple. On va revenir sur ça tout à l'heure. Patrick Asiga. Dit-on, j'attends de vous rester que je vous relance sur cette question. Oui, les membres du gouvernement travaillent. Les cadres qui ont atteint 20 ans, ils travaillent. Maintenant, ils convoquent aux citoyens que vous êtes. Parlons du ministère du Commerce, par exemple. Est-ce que la vie est plus chère aujourd'hui qu'il y a 20 ans au Cameroun? Est-ce que vous en sortez mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans au Cameroun? Ça fait 20 ans qu'il est là. On parle du ministère du Commerce. Si quand vous convoquez la supérieure au Cameroun en tant que citoyen, si vous avez l'impression qu'il y a quand même une amélioration, certains que les Camerounais qui sont supérieurs au Cameroun sont mieux lotis qu'il y a 20 ans, 30 ans, et on en passe. On peut citer comme ça. Mais comme citoyens, laissons les amphis, laissons les théories, vous qui côtoyez le Cameroun, qui vivez au Cameroun tous les jours que Dieu a créé, est-ce qu'il y a une pertinence dans le fait qu'il y a 20 ans? Est-ce que vous sentez que le point d'aménagère, la vie est beaucoup plus moins chère, plus aisée au Cameroun depuis Je suis quand même très surpris, une fois de plus, que le grand frère le président veuille toujours défendre vraiment les défendables. Est-ce qu'il a fallu attendre 20 ans pour voir les universités se créer au Cameroun comme en citant le ministre à l'heure actuelle? Est-ce qu'il a fallu attendre 20 ans pour nous poser des questions s'il y a les laboratoires dans ces universités? On n'a pas besoin de tout ce temps quand on veut investir pour avoir des résultats. Et j'ai posé un problème ici sur la notion de suivi et évaluation. On évalue nos ministres au Cameroun? Est-ce qu'on évalue il a bel et bien cité les politiques qui sont définies et pour lesquelles n'importe quel ministre pourrait venir les implémenter. Oui, nous sommes d'accord. On évalue donc ces politiques quand pour savoir que les politiques ont été définies pour 5 ans ont produit des résultats escomptés. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va dégager qui a été compétent, qui ne l'a pas été. Ce qui ne se passe pas au Cameroun. Deuxième chose, revenant au niveau du ministère du Commerce. Non, moi je pourrais même dire que de ce côté, la notion de vie chère est tellement relative que chacun, à son petit niveau, voudrait tout simplement dormir et se réveiller le matin. Parce que s'il faut regarder, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, le niveau de vie au Cameroun n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ils vont me citer les causes conjoncturelles, comme il l'a si bien dit. Ils vont me citer les causes exogènes qui sont soumises à tous les pays. Mais attention, qu'est-ce que le Cameroun fait pour pouvoir protéger ses propres populations? C'est pourquoi on va se retrouver aujourd'hui, parlant de la consommation, on va se retrouver aujourd'hui, voir les Camerounais qui crient à tout a augmenté au marché. Le savon a augmenté, le pétrole a augmenté, l'huile végétale a augmenté, tout a augmenté. Pourquoi vouloir demander à un Camerounais
qui ne cherchent qu'à vivre, à savoir les raisons qui ont fait en sorte que cela augmente. Et quand bien même il a évoqué le problème de la non-communication, c'est fait à dessein. M. Ferdinand, s'ils ne communiquent pas, c'est fait à dessein. Ils vont communiquer sur quoi? Ils vont... C'est une filière qui est très appuyée. La filière volaille est très appuyée pour qu'il y ait une surproduction, pour pouvoir nourrir le marché local et baisser le coût. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que certains petits malins font? On profite des facilités de l'État, des facilités, des exonérations pour booster la production. Mais une fois qu'on l'a fait, on se met à vendre bon champ ou bien on va chercher un marché où on va gagner plus. Ok, Amel Omobile va sortir en prenant aussi la vie citoyenne que vous êtes. Est-ce que votre quotidien est plus facile au Cameroun depuis un certain moment? Est-ce que vous avez l'impression que les politiques implémentées, comme nous disons par Ferdinand Congo par les pouvoirs publics, laissons les 4 des pouvoirs publics en général facile la vie des Camerounais? Les Camerounais se plaignent au jour que la vie devient de plus en plus chère. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à se projeter de manière sereine vers l'avenir. Est-ce que c'est un langage qui en réalité ne vaut pas son pesant d'or parce que l'État fait tout pour que les Camerounais soient bien? Ils sont bien, mais ils ne sont pas reconnaissables. Monsieur Bika, depuis que je ne sais pas si j'ai vécu une vie aussi aisée. Je ne pense pas. J'ai toujours souffert. Encore plus quand je suis devenu adulte et qu'il fallait me prendre en charge, il fallait fonder une famille, il fallait. Le problème du Cameroun, c'est que ceux-là qui vous disent que le Cameroun est bien envoient les enfants fréquenter en Occident. Ceux-là qui vous disent que le Cameroun est bien choisissent des concours pour les enfants et nous autres, on nous laisse les niaiges. Pas pour dire que les niaiges, c'est rien. Ceux-là qui vous disent que le Cameroun est bien vont se soigner en France et pas à l'hôpital général. Ceux-là qui vous disent que le Cameroun est bien font tout ailleurs sauf au Cameroun. Je n'ai jamais dit ici que la nomination politique n'était pas, enfin la nomination ministérielle n'était pas politique. Je suis d'accord avec Ferdinand. Mais seulement, j'ai dit qu'il faut interroger la compétence comme étant l'outil d'évaluation plutôt que la confiance. Bika, je peux vous faire confiance, je vous confie un plateau, permettez le pléonasme, je vous confie un plateau parce que vous êtes journaliste et non parce que vous êtes compétent. Maintenant, il faut bien que je rende compte à ceux qui vous regardent tous les soirs. Pourquoi je le maintiens là? Juste parce que j'ai confiance en lui? Non. Je le maintiens parce qu'il est compétent. C'est de ça que je parle depuis. On nous a parlé des universités, d'accord, il y en a désormais une dans chacune de nos régions. Mais pour quel type d'éducation? Point d'interrogation. On vous a parlé de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et tout ce que ça comporte. J'ai vu la Covid-19, nous bastonnons, on n'a pas pu produire un seul comprimé. Avançons. On vous parle du ministère du Commerce. Chaque jour, la vie est de plus en plus chère. Oui, j'ai envie de répondre à M. Ferdinand Congo que la vie en Côte d'Ivoire est plus moins chère qu'au Cameroun. J'ai envie de lui dire ça. J'ai envie de dire oui, M. Congo Ferdinand, au Gabon, le coût de la vie est un peu plus souple qu'au Cameroun désormais. C'est information de journaliste. Je suis pas... On peut sortir les chiffres. On est sur un plateau, on peut sortir les chiffres. Ce qu'il faut dire, c'est de reconnaître au moins la souffrance des Camerounais. Ne pas le reconnaître ici, c'est insulter la misère de ces Camerounais-là. Je reste convaincu que le gouvernement mène des actions dans le sens d'améliorer, mais peut-être ils implémentent... Enfin, il a dit, il y a des petits malins qui tournent le fisc, qui dribblent les impôts et tout. D'ailleurs, tout le monde triche. Il y a des gens qui trichent, d'accord. Non, tout le monde bon, triche. Ceux qui ont l'avantage d'avoir quelque chose, moi je vais tricher. Tout le monde triche. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, évidemment, ça a été bien pensé par l'État. Sauf que je n'ai jamais coupé la parole à quelqu'un depuis que je suis sur ce plateau. Tout le monde triche. C'est pourquoi je vais poursuivre mon propos jusqu'à son terme. Alors, il y a des petits malins donc qui vont tricher, mais ces petits malins ont appris à tricher chez les grands maîtres de la tricherie, c'est-à-dire nos dirigeants. Vous voyez un peu.
Bertrand Bika, on a vu dans ce pays des fils de ministres faire le concours de l'ENAM sous réserve et licence. Est-ce que vous saviez qu'on faisait le concours de l'ENAM sous réserve? Du tout. Voilà, je vous dis donc qu'il y en a qui ont fait. Ce qui n'est pas normal. Si les Camerounais aujourd'hui apprennent à tricher, encore on vous parle aujourd'hui, on va évoquer la loi des finances, on vous parle aujourd'hui de beaucoup de taxes qui sont nées. Ça, c'est des niches de corruption qui sont créées simplement. C'est des niches de corruption. Aujourd'hui, le Camerounais peine à avoir sa carte nationale d'identité. Parce que ceux-là qui portent les bretelles vous demandent de serrer les ceintures jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus serrer cette ceinture-là. Mais eux continuent de se porter les bretelles pour être à l'aise dans leurs pantalons. Aujourd'hui, le Camerounais a de la peine. Bertrand Bika, si vous rationniez à l'époque à votre compagne 2000 francs pour un ménage de 3, je vous assure qu'aujourd'hui, avec 2000 francs, c'est l'argent de transport pour arriver au marché et constater que tout est cher, rentrer. C'est-à-dire sans reprendre. Combien coûte le kilogramme de viande? Oh, à une certaine époque, avec 800 francs, vous aviez 1 kilo de viande. Vous aviez. C'est quoi ce pays où on implémente des politiques pour le bien-être des populations, mais tout devient rigide? J'ai dit sur un plateau de télévision, je suis d'accord pour les réformes fiscales. Mais est-ce que ces réformes fiscales bénéficient en premier chef aux populations? C'est ça le véritable problème. Je n'ai rien contre les politiques publiques, je n'ai rien contre les réformes, je n'ai rien contre les taxes, je n'ai rien contre le fisc en lui-même. Mais j'ai tout contre le fait que ça ne bénéficie pas toujours aux petits Camerounais. Je suis d'accord. Moi, je suis par exemple en contact avec la CELCOM, la cellule de communication du ministère des Travaux publics, où beaucoup de choses, effectivement, de ce côté-là, ça bouge. Il faut le dire, ça bouge. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Ça bouge. Je vais vous dire qu'au ministère des Finances, ça bouge. Je vais vous dire qu'au ministère de la Santé publique, ça bouge. C'est des gens qui communiquent, peut-être passés comme l'aurait souhaité l'aîné. Ils communiquent, il y a des informations, d'accord, mais les ministères qu'on vient de nous citer, il faut reconnaître leurs faiblesses. La recherche scientifique au Cameroun est encore un peu en berne. Il faut le dire. Moi, j'ai fait des travaux de recherche au niveau du Centre d'intégration de référence Chantal Biya. Vous savez, quels chercheurs nous avons là-bas? C'est des chercheurs européens, étrangers. Étrangers, parce qu'ici, on vous dit qu'un gars est en recherche, il n'a d'ailleurs pas de financement pour poursuivre ses recherches. Il fait comment pour faire la recherche? Le jour même où on vous dit qu'un Camerounais a essayé de penser comment créer une bouteille d'eau, 2 jours plus tard, ça a disparu. Vous connaissez la fameuse affaire du Kajopad. Oui. Le Kajopad, qu'est-il devenu? Pour l'interrogation. La recherche scientifique on va questionner. Donc, on va questionner. Je sors par là, Bertrand, 2 secondes pour dire que je m'en fous de savoir combien de temps ces gens mettent au pouvoir, mais j'ai tout à interroger, la compétence et le résultat. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, la compétence. Je peux... 2 secondes. Je vais parler dans mon premier propos des réalités qui sont les nôtres et des standards qu'on voudrait aller chercher. Dans certains pays, on aimerait bien chercher les standards. Et j'ai dit que le gouvernement est un outil politique. Le poste de ministre est un poste politique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est président de la République, quand il va faire les choix de nomination des ministres, il met d'abord l'aspect et la connotation politique dans ses choix. Donc le résultat, le bien-être des Camerounais... Souffrez que je parle. C'est-à-dire que je vous prends un exemple très simple. Sarkozy, Nicolas est président de la France aujourd'hui. Pourquoi vous convoquez Alain Juppé, souffrez que je parle. Je vais venir. Non, je ne suis pas. Je suis en train de... Sarkozy est président de la République aujourd'hui. Que Alain Juppé est ministre soit de l'Intérieur ou ministre des Affaires étrangères. Bon, il ne convoque pas la compétence. Alain Juppé sera ministre pour des choix politiques ou pour qu'il puisse aider les Français efficacement à travailler. C'est-à-dire que les premiers choix sont politiques parce que c'est un ami politique, c'est quelqu'un à qui il fait confiance politiquement. Nous sommes d'accord sur le principe. Oui, c'est-à-dire que... 20 ans plus tard. C'est-à-dire que maintenant, alors que Juppé a déjà été Premier ministre ici, ministre là, et a été maire député, Sarkozy est président aujourd'hui que Juppé est ministre. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est l'environnement politique. Maintenant, je suis d'accord avec qu'au niveau de la compétence, je l'ai expliqué, les politiques sont définies préalablement et chaque ministre implémente dans son secteur. Et le ministre n'est pas que seul dans un ministère, vous avez des conseillers techniques, vous avez des directeurs, vous avez. Et c'est parce que dans les ministères, nous ne communiquons pas assez. Ça, c'est
De deux, quand on parle de la fiscalité, dans notre On va pays, revenir dessus. quand puisque on parle de la fiscalité, on va revenir dans notre dessus, pays, puisqu'on il on va, faut on bien va, voir puisqu'on l'assiette fiscale, puisqu'on va convoquer, est-ce qu'elle va toucher. puisqu'on Donc va on essaie convoquer d'élargir la loi des aujourd'hui pour essayer de toucher tout le monde, mais c'est très difficile parce que 80% du tissu économique même est dans l'informel. Voilà, L'informel qui enrichit sans qu'on puisse tracer le revenu. Parce que des gens qui vous font la friperie à Mokolo sont justement capables d'acquérir un terrain de 500 mètres et de vous construire une villa d'une dizaine de millions. voilà, Mais on va, il vous dira quand même en on traversant revient- le on va Carrefour revenir dessus, on va qu'il revenir souffre dessus. et qu'il vit très mal au Cameroun. C'est véritablement lancé. Permettez-moi de faire d'abord cette digression. Le Cameroun est devant la France, au moins sur ce pan. La France n'a pas pu jusqu'à présent voter son budget parce qu'ils ont eu une censure. Donc la France est sans budget jusqu'au minimum le 19 janvier. Mais le Cameroun a bel et bien voté son budget. La loi des finances 2025 a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il s'élève à plus de 700 milliards de francs CFA. Dans cette loi des finances, on a bel et bien beaucoup de nouveautés, notamment dans le cadre de la décentralisation où de nouvelles taxes arrivent pour qu'on puisse renforcer l'impôt au niveau local de façon à ce que le développement local puisse se faire par nous-mêmes, accompagné des élus locaux. On va parler de ça tout à l'heure. Sauf que ce qui nous intéresse sur ce plateau, c'est le fait que dans le cadre de l'implémentation du budget 2025, l'État du Cameroun nous a dit, nous a informé que 70% de ce budget est réservé au fonctionnement et simplement 30% sera réservé aux investissements. Patrick Kassiga, lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays beau, endetté, en développement, et que même la maman du quartier, qui n'a pas besoin d'aller dans vous le connaître, faire 1+1, c'est que le fait qu'elle ait 100 francs ou 200, elle paye les archives de 100 francs, 200 pour vendre, c'est sur cela qu'elle pourra rebondir de mois après demain. Ça veut dire que c'est l'investissement qui fait en sorte qu'on puisse quand même garantir un avenir certain, cet avenir. Et au Cameroun, lorsqu'on convoque le statut, aujourd'hui, la vie chère des Camerounais, on se rend compte que l'État estime que c'est encore le fonctionnement qui prime sur l'investissement. Est-ce que vous avez compris cette posture du gouvernement lors du vote du budget 2025 qui priorise le fonctionnement ou priorise l'investissement? Vous savez, Bertrand, cette manière de faire du gouvernement, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau quand on a essayé de regarder, je pense depuis les années 72 et autres. Ça a toujours été comme ça. Le budget d'investissement a toujours été moindre par rapport au budget de consommation. Pourquoi ça pose problème? Je voudrais rappeler ici que dans le document de la stratégie nationale, de développement, SND 30, la SND 30, oui. À l'intérieur, ils ont bien défini les quotas. C'est même 40-60. Ouais, 40 pourquoi 60 pourquoi 40 pour le budget d'investissement, oui, et 60 pour le fonctionnement. À partir de cet instant-là, vous vous rendez compte que aucunement et nullement, il ne leur est jamais venu en tête d'inverser la tendance. Ils l'ont défini, à savoir que le budget de consommation, c'est ça qui les importe. Et vous voyez très bien dans le cadre de cette consommation, comment est-ce que le budget alloué à la consommation au Cameroun est souvent consommé. Il est épuisé, vous dites. Il est Parfois, épuisé par tous les ministères. Exactement. Parfois le même... budget d'investissement est sous-consommé. Est sous-consommé. Parce que c'est un fait qui oui, vous arrivez à la fin des périodes d'octobre, novembre, là, au moment où la session parlementaire voudrait déjà siéger, il faut les voir comment ils s'activent au niveau des ministères, parce qu'ils savent qu'il y a un gap, il n'y a pas eu consommation. Une fois, ça ferme dans les bureaux. Il n'y a pas eu fonctionnement, consommation du budget de fonctionnement, oui, qui s'active en ce moment-là pour essayer de faire quelque chose. Beaucoup même, je rappelle que beaucoup préfèrent parfois retourner ce budget de fonctionnement. La question c'est, est-ce parce qu'il n'y a pas eu les axes sur lesquels ce fonctionnement devrait
devrait être utilisé, on se pose toujours des questions. On se rend compte, quand il s'agit du budget de fonctionnement, on pourrait peut-être comprendre parce que on va voir là à l'intérieur que parfois il convoque les apports extérieurs pour pouvoir permettre l'investissement au Cameroun, pour pouvoir permettre les financements, c'est-à-dire parfois ce n'est pas toujours par des fonds propres du Cameroun pour gérer l'investissement au Cameroun. À partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Ils se cachent donc derrière ces apports de financement extérieurs au détriment de leur propre budget alloué à ces investissements. On voit cela à tout moment et presque dans chaque ministère. Souvenez-vous, parlant du ministère des enseignements secondaires avec ce que je pourrais qualifier ici du clash qui s'est produit entre eux du comité central, je sais le comité central parce que bel et bien quand Madame la ministre répondait à cet élu du peuple, a fait ampliation effectivement au secrétaire général du comité central du RDPC. Pour dire quoi? Pour dire que dans son explication, elle faisait fièrement comprendre que le budget alloué à l'investissement était insuffisant. Et on a essayé même, parce qu'on parlait de pratiquement 2,7%. Quand on essayait de faire le ratio, on voyait très bien que chaque établissement, s'il fallait aller dans ce sens-là, chaque établissement se retrouverait avec moins de 200 000 francs comme investissement dans ce secteur qu'est les enseignements secondaires. L'autre argent va donc où? Bel et bien dans la consommation, dans le fonctionnement. Et quand on sait, souvenez-vous que toujours parlant de ce département ministériel, Madame la ministre avait émis le souhait, dans le cadre de son fonctionnement, qu'elle se fasse octroyer un véhicule de 100 millions. Voilà, un véhicule à hauteur de 100 millions. Elle l'a manifesté. Vous voyez jusqu'où la consommation nous amène. Jusqu'où la consommation nous amène. Et à partir de cet instant, et ce n'est pas le seul département ministériel où, quand on parle de consommation, dans la tête de ces chefs de département, des différents départements ministériels, il s'agit de la consommation. D'où d'ailleurs la fameuse notion de train de vie de l'État. Le train de vie de l'État est excessif. Pourquoi? Parce que le budget de consommation leur est alloué pour leur propre fonctionnement. Et c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. C'est-à-dire, ils minimisent l'investissement qui pourrait permettre, pas que pourrait, qui devrait permettre. Parce qu'en réalité, quand on parle d'investissement, c'est la création de richesses afin de pouvoir donc augmenter cette fameuse assiette fiscale qu'ils veulent à tout prix nous présenter. Ils retrouveront ça où? Et s'ils avaient mis un tant soit peu, un peu d'intérêt au budget d'investissement, on ne serait pas aujourd'hui en train de vouloir étrangler les Camerounais avec comme pour seule source les impôts qu'on augmente chaque jour, qu'on ajoute chaque jour, en faisant l'effort d'éviter cette niche de fiscalité qui peut permettre à l'État de retrouver, à savoir ici le domaine foncier, qui ici n'est réservé que à ces hauts cadres. Et regardez très bien, ils font les efforts de fuir ce côté pour ne pas aller les investissements au Cameroun. Or, s'ils avaient la volonté, on parlerait aujourd'hui que chaque immeuble de Yaoundé paye les impôts. Ça allait permettre d'augmenter la pièce fiscale. Mais comme ça les concerne eux-mêmes, alors ils évitent carrément de toucher ce pan pour se retrouver tout simplement aujourd'hui en train de demander au Cameroun de serrer et de resserrer une fois de plus la ceinture. Voilà, Amel Omolobina, vous comprenez quoi dans ce paradoxe? Un pays qui veut se développer, augmenter l'assiette fiscale, consomme plus qu'il n'investit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Vous faites bien de poser la question si je comprends quelque chose. Ouais. Effectivement, je n'y comprends rien. Mais dites-vous bien que l'investissement
c'est quelque chose de justement très sensible parce que c'est la création effectivement des richesses. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'à l'ère de l'import substitution, on peut bien comprendre que le budget d'investissement soit moindre parce qu'il faut privilégier la production locale pour effectivement lutter contre la vie chère. Mais seulement on se sera attendu à ce que cette fois au moins le budget d'investissement prenne encore un peu plus de volume. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, le budget d'investissement a été réduit de 21%, enfin, était en baisse de 21%, ce qui n'est pas également bien. Vous voyez que je n'ai pas de parti pris, c'est-à-dire j'établis les faits. Il y a au Cameroun une structure qui est généralement la source, je vais dire comment, la source des ressources d'investissement qu'on appelle la SNI. Aujourd'hui, il y a la Caisse des dépôts et consignations qui permet également qu'on ait des fonds quelque part là pour investir. Aujourd'hui, la question ne se pose pas au niveau de la grosseur des enveloppes ou alors la répartition des enveloppes investissement, consommation. Si on a mis 30% pour l'investissement, ce qu'il convient de regarder et de faire, c'est de se dire il faut qu'effectivement le budget alloué soit utilisé pour l'investissement. Parce que vous l'avez relevé tout à l'heure, les budgets de consommation sont très souvent épuisés, mais les budgets d'investissement, généralement, sont sous-consommés. Je connais une structure qui, au premier semestre 2024, était à moins 15% était à 15% autant pour moi de consommation de son budget d'investissement, ce qui est un problème. Mais je reconnais également que pour qu'on investisse, il faut que le fonctionnement soit d'appoint. Vous voyez le ministre Mayangano Djoumessi, pour le nommer, lorsqu'il fait des descentes sur le terrain, il faut bien qu'il y ait des équipes, il faut déployer du matériel, il faut une logistique particulière pour la visite des chantiers et autres. Mais est-ce qu'il faut que ce soit de manière excessive? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, Bertrand Bika. Vous voulez construire votre domicile, votre maison. Votre ingénieur, votre architecte, je ne sais pas moi quoi, vous dit avec 5 millions, je vous construis un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, douche moderne. Je dis 5 millions, je dis n'importe quoi. Vous allez vous rendre compte que, ayant déboursé les 5 millions, vous dépenserez encore un peu plus juste pour venir dans la vérification des travaux et autres et tout, et les matériels accessoires. Vous dépenserez un peu plus. C'est pour dire qu'il ne faut pas éluder le fait que même le fonctionnement en lui-même nécessite également des grands moyens. Mais est-ce qu'on peut parler avec une voiture, 20 voitures pour regarder le chantier? Pas vous savez, le ministre n'est pas forcément technicien de la chose, vous voyez. Le ministre est là pour diligenter les travaux. Il faut donc aller avec des techniciens. Je suis passé défendre voilà. On va revenir. Oui, allez-y, si vous voulez me relancer, allez-y. Non, pas vous relancer, moi non, je n'avais pas encore fini mon temps de parole. Alors, je vais dire ceci. Lorsque le ministre déploie, par exemple, j'ai été récemment avec la délégation du ministre des Travaux publics et des Finances, lorsqu'on allait inaugurer, lancer les travaux de la route de Auvin. Alors, vous voyez, il faut communiquer. La communication à elle seule est budgétisée. Le transport à lui seul est budgétisé. Tout est budgétisé. Je vous dis, Bertrand Bika, si vous voulez, vous êtes journaliste. Vous savez bien que pour produire un journal, il faut descendre sur le terrain. Il faut. L'achat de la caméra coûte cher à première vue, c'est-à-dire 400 000 francs, minimalement 400 000 francs une caméra. Mais le fait de faire le reportage tous les jours avec cette caméra, vous dépensez un peu plus que si vous n'aviez pas des ressources de fonctionnement. On va essayer à prendre on va prendre l'avis de sur la question. Les Camerounais semblent dans leur large majorité estomaqués par ce parallèle qui est fait aujourd'hui. Ils estiment que c'est quelque chose d'incohérent, de paradoxal, parce que les Camerounais souffrent véritablement dans leur chair et les investissements seront de nature à améliorer leur vie demain. Aujourd'hui, on se rend compte que le fonctionnement ne profite qu'à une minorité de personnes au niveau du Cameroun, mais il continue de manière excessive, de manière routilante à
prendre au fonctionnement et à le grossir de plus en plus. Comment vous expliquez ça? Cette idée qui circule dans l'opinion rentre dans les constructions populistes que font beaucoup de politiques. Le 60-40 est une équation bien pensée pour le fonctionnement et la construction d'un pays comme le nôtre. C'est du 60-40. Parce que cette année, je crois que le BIP, le budget d'investissement public, a augmenté de 13%. Ça nous a amené à 33,5%. Mais vous avez près de 1600 milliards qui viennent dans d'autres budgets connexes à travers nos relations internationales, les appuis, les financements, qui viennent bonifier le budget de l'investissement public. C'est-à-dire que là, on est à 1300 milliards fonds propres et 1600 milliards fonds extérieurs dont nous faisons appel. Donc ça nous met même à plus de 50%. Maintenant, les fameux 60% ou 75%, 70% que vous appelez fonctionnement, en fait c'est consommation. À l'intérieur, vous avez les charges incompressibles du fonctionnement de l'État. Il y a combien de fonctionnaires au Cameroun? 324 000, je crois. Ils sont dans cette consommation, hein, en termes de traitement. Frais d'émission, salaire, n'est-ce pas? Plus maintenant le fonctionnement des ministères même. C'est-à-dire que la logistique, n'est-ce pas? Et tous les mois, non, c'est-à-dire que quand l'État met 108 milliards chaque fin du mois pour payer 324 000 personnes, vraiment, ce n'est pas un véhicule à 100 millions qu'on va acheter à un ministre, qu'on va dire que, qui va d'ailleurs s'amortir en 5 ans, parce qu'on ne va pas le lui acheter chaque année. Après 5 ans, ce véhicule, ce véhicule est amorti. Non, c'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez justifier que dans un pays comme Cameroun, un ministre roule dans un véhicule de 100 millions, non, pour 5 ans. Pour 5 ans. C'est justifiable. Pas chaque année. Non, je dis pour 5 ans. Oui, même pour 5 ans. Ouais, vous auriez voulu. Non, c'est-à-dire, arrêtons un peu. Oui, non, vous savez, non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous venions sur les plateaux faire des débats qui sont vrais. C'est-à-dire que pour faire fonctionner, pour la consommation de l'État, je vais me répéter, vous avez déjà le traitement des fonctionnaires, leurs avantages qui y vont, frais d'émission et autres primes qui sont dedans. Vous avez... Est-ce que le ministre va à pied en ce moment? Il n'a pas de voiture en ce moment? Souffrez que je parle. Souffrez que je parle. Allez-y, allez-y. Vous avez, dans cette consommation, le règlement des dettes des prestataires publics qui sont des messieurs comme vous et moi, qui sont aussi considérés comme des gens que l'État doit traiter au même titre que les salariés, parce que tout le monde n'est pas salarié avec un matricule. Ça rentre dans les fameux 60%, n'est-ce pas? Vous parlez tantôt du bien-être, de la volonté de faire vivre les Camerounais. C'est des entreprises, c'est des structures, c'est des petites commandes publiques qu'il faut payer. Maintenant, vous avez donc, vous focalisez donc sur le traitement d'une personne, fut-elle ministre, et vous vous appuyez sur des chiffres qui sont plus ronflants, parce qu'on parle déjà en mettant beaucoup de populisme à l'intérieur du traitement d'un ministre. Mais je vous ai dit, le traitement salarial sur le mois qui rentre dans cette consommation, c'est 108 milliards. Chaque fin d'année. Partagé à tous les fonctionnaires. Mais bien sûr, ça rentre dans la consommation. Oui, mais c'est 108 milliards pour tous les fonctionnaires. Maintenant, on parle de 100 millions pour un ministre qui va pas à pied et qui veut la voiture de 100 millions. Sur un véhicule, le ministre, il ne faut pas qu'on se trompe. Le ministre a droit à un véhicule de fonction. Sa fonction lui impose un véhicule. Est-ce qu'elle va à pied? Un véhicule. Est-ce qu'elle va à pied? Vous auriez voulu qu'il n'ait pas droit à cet avantage? Non, c'est pas ça. Non, je vous dis qu'on lui achète un véhicule de 100 millions aujourd'hui, il en a pour 5 ans pour l'amortir. Oui. Ça veut dire qu'on veut lui acheter un véhicule de 100 millions, il l'utilise pendant 5 ans. Oui. On ne va pas le lui acheter chaque année. Un véhicule de 20 millions, on ne peut pas... Un véhicule de 20 millions, 10 millions, oui, en termes de... Je voudrais que je parle. Allez-y. Parce qu'on parle ici de sécurité, on parle aussi ici de standards. Vous voulez acheter des véhicules avariés? Sur le plan de l'amortissement, sur le plan de la comptabilité, vous amortissez. Non, on va retrouver. Ah, ok, allez-y. C'est-à-dire que vous voulez mettre l'État à acheter des produits avariés ou des produits seconde main. Sur le plan de la comptabilité,
vous amortissez ça comment? Si vous achetez déjà un produit avarié ou un produit seconde main, on est obligé de l'acheter neuf. Et en ce moment-ci, le véhicule neuf qu'il faut donner au standard d'un ministre va vous amener au moins 60 millions. Même la pick-up, les doubles cabines, Hilux 4x4 de Camille, là, sont au moins dans les 35-40 millions. Une seule. Parce que ça, seulement sur le plan de la comptabilité, vous voulez qu'on ait acheté à la vente aux enchères au port, mais vous allez ouvrir une vanne où les gens vont faire n'importe quoi. Donc, on est là dans des règles de comptabilité et ça s'est monté sur 5 ans. Maintenant, l'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est les infrastructures. Parce que c'est un élément très important pour permettre que le tissu économique qu'on construit s'exprime avec étant plus à l'aise. Donc, la construction, par exemple, des routes. C'est pour ça que le MINTP a eu le plus gros budget. Parce que le débat sur l'entretien des routes ici, parce qu'il y a eu ce débat, s'il faut mettre de façon optimum les moyens à un ministre des Travaux publics. On va on retrouve au bail qu'on va faire. On va faire au 19h30. Au 19h30, on revient juste après. Bonsoir Romaric. Bonsoir, Bertrand Bika, bonsoir à votre riche panel constitué ce soir. Bienvenue au journal. Voilà Romaric, on vous passe l'antenne, on se retrouve juste après. Un titre pour s'ouvrir sur le monde ce soir. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première sortie de l'information sur les antennes de Raison 3 Télévision. 8 décembre 2024, le budget de l'État du Cameroun comptant pour l'année 2025 a finalement été adopté. C'était sous l'égide du président de la Chambre basse du Parlement, le très honorable Kavaï Nikéti-Bril. C'est un projet qui visiblement est passé comme étant une lettre à la poste, même si gonflé de paradoxe. On en parlera au cours de cette session consacrée à l'information. Voilà pour la vitrine de ce journal. Mesdames, Messieurs, la suite tout de suite. Hier, dimanche 8 décembre 2024, le budget de l'État du Cameroun comptant pour l'année 2025 a finalement été adopté sous l'égide du président de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Nikéti-Bril. Il faut noter que c'est un budget qui est passé comme étant une véritable lettre à la poste, même si gonflé de paradoxes. Et au regard de ces paradoxes, la rédaction faire en sorte que le projet de loi qui vous est soumis arrive tard. Il peut y avoir des contingences qui peuvent créer ces retards. Et j'espère d'ailleurs qu'après avoir lu le projet de loi, il vous est apparu qu'il n'y avait là-dedans rien que le gouvernement aurait voulu cacher. Le gouvernement, comme vous le savez, honorable député, travaille depuis un certain temps pour résoudre les problèmes qui se posent à notre économie. Peut-être faut-il le rappeler. On a souvent tendance à oublier que l'État du Cameroun, comme d'autres États d'ailleurs, fait face à un certain nombre de vents contraires qui l'empêchent de poursuivre la trajectoire qu'il s'est fixée. Deux choses que je voudrais dire. La première chose, je confirme, le budget qui est devant vous ne dit nulle part que le prix du carburant à la pompe va augmenter. Il y a baisse des subventions, tout simplement parce que le prix à l'international a baissé, le dollar s'est comporté d'une pompe en 2025. Le gouvernement nous a rassurés, et à travers nous, la population camerounaise, qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du carburant du fait de la réduction de la subvention, parce que la subvention qui est réduite n'est que l'impact de la baisse du prix de baril au niveau international. Sur la question du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, les députés de la Nation ont souhaité qu'en 2025, le 15% soit effectivement transféré aux communes et régions. Nous avions la dernière préoccupation qui est celle du transfert de 15% de ressources propres du budget aux collectivités territoriales décentralisées. On n'en est pas encore là
et on fait croire qu'on va y aller progressivement. Pour nous, les 15% sont déjà peu et il fallait qu'en 2025, qu'on nous démontre que les 15% vont être effectivement transférés au profit des collectivités territoriales décentralisées. Après de houleux débats, les 98 textes composant la loi des finances de l'exercice 2025 ont finalement été adoptés par la représentation nationale. Les piétons sont obligés d'user des malices pour ne pas se faire engloutir par les embouteillages qui en tout cas bat leur plein en cette veille de fête d'année au Cameroun. Il faut dire qu'entre moto-taximens et même conducteurs de taxi, il est très difficile de circuler en cette période. Le constat qui a été fait dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé par nos reporters Joël Akoum ce soir. J'ai nommé Laure Mateyabi. Yaoundé, la ville aux 7 collines nommée à l'origine Angola en langue Beti et Wondo est la capitale politique du Cameroun. Une métropole vivante qui frappe l'esprit de toute personne qui y arrive pour la première fois par son dynamisme, ses senteurs et ses couleurs. Avec une population estimée à environ 4 680 000 habitants, Yaoundé est construite sur un ensemble de collines surplombées par 2 sommets de plus de 1200 mètres. Une ville contrastée qui oscille entre l'authenticité de ses traditions et la modernité. Cette dernière est visible à travers ses belles avenues et ses gratte-ciel. La capitale politique est donc célèbre pour ses collines et ses montagnes offrant des vues panoramiques sur la ville. Les collines les plus emblématiques sont entre autres Elumdem, Mbokndoum, Mingloa, Ebaminala, Meusa, Bankolo et Fébé. Le mont Ebaminala est également connu sous le nom de mont Béatitude, comporte 4 pics échelonnés. La montagne cumule à 948 mètres d'altitude et est accessible depuis le camp Sonel au Yomaban. Il est baptisé mont Béatitude par les chrétiens du fait de ses 14 stations de chemin de croix des chrétiens catholiques. Le mont Meusa, en Ewondo, est le pluriel de Assa, qui désigne le prunier. C'est un mont qui s'allonge sur les communes d'arrondissement de Yaoundé 2e, où il est frontalier avec Mbankolo. Le mont Meusa porte aujourd'hui près d'une dizaine d'antennes de télécommunications et un château d'eau dont l'installation a nécessité l'ouverture des pistes à différents endroits du massif, favorisant ainsi des populations riveraines pour développer des activités qui ont profondément entamé le milieu. Le mont Mingloa, il fait partie des collines emblématiques de Yaoundé. Cet imposant massif rocheux, haut de 966 mètres d'altitude, est un site propice au divertissement, au tourisme et aux loisirs. La balade au sommet du mont Mingloa est paisible de par son air frais qui se dégage et la beauté du paysage qui s'accentue au fur et à mesure que l'on avance sur le sommet. La balade au sommet du mont Mingloa est paisible de par son air frais qui se dégage et la beauté. Vous savez, on a passé un bon bout de temps à se préparer. Le championnat à Milan a commencé, donc pour un premier match, c'est pas aussi évident de trouver la manière, mais l'essentiel est fait. La Panthère sportive d'Undi compte doubler d'ardeur et d'abnégation pour la 2e journée après cette défaite. On va améliorer le travail devant les buts, parce que je crois que vous avez vu que ce soit en première mi-temps ou d'entrée les deuxième mi-temps. On a eu des occasions, on pouvait être les premiers à mener au score, ce qui aurait peut-être aussi changé la physionomie du match. Bon, ça n'a pas été, on va continuer à travailler. Le championnat est lancé, ce n'est plus le temps de faire des pleurs ou de faire des potes. Il faut juste se remettre au travail et se remettre en question. Le derby Union sportive de Douala, Askre Football Club de Douala a tourné en faveur des Nassara. 4 buts à 3. Même son de cloche pour Victoria United qui inflige 3 buts à 0 à la formation de Young Sport Academy à domicile. Tandis que les bonnes banjobs de la Dynamo de Douala sont tenus en échec. 0 but partout face à Fauvazur Elite. La 2e journée s'annonce alléchante après cette première qui nous a offert 16 buts inscrits. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. Intéressons-nous cette fois à la Syrie avec le président Bachar al-Assad qui finalement a donc été démis de ses fonctions de ce côté, mettant ainsi fin à 14 ans de fin de règne. Il faut dire qu'il a milité pour le pouvoir depuis plusieurs décennies aujourd'hui. C'est un départ brutal qui intervient dans un contexte où la Syrie a été confrontée à plusieurs guerres civiles, notamment celle de 2000.
À 19h passé de 55 minutes à Ombessa, nous sommes dans le département du Mbam et Noubou, région du Centre. Mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons ce cahier consacré à la fête de l'information sur les antennes de Réseau 3 Télévision. Merci pour cette attention particulière. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Surtout, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté, rassurez-vous. Maître Andika, je vous laisse en sa compagnie. À demain, 19h30. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Horizon Soir. Merci Romaric pour cette information que vous avez distillée de main de maître à notre public. Nous sommes toujours sur le plateau avec Pat Kassiga, enseignant en sociopolitique. Nous sommes toujours avec Ferdinand Kungu, communicant du Rassemblement démocratique pour le Camerounais sur le plateau. Nous sommes toujours aussi avec Amel Molobina, confrère sur le plateau. Bon, avant que nous nous retrouvions tout à l'heure au Mike Noirfeu, vous aviez la parole. Vous allez continuer à adresser vous. Bon, j'étais sur la fiscalité. Je disais, sur le plan de la fiscalité, notre assiette fiscale réussit à saisir en ce moment 20-25%. Parce que la majorité de notre tissu économique est dans l'informel. Et cet informel produit assez de ressources où les gens s'établissent, les gens s'accomplissent dans la vie en étant dans l'informel. Et ça a aussi été encouragé à dessein. Perplexe, il faut qu'on puisse le dire. Lorsqu'on convoque le budget 2025 avec pratiquement 5 000 milliards de budget, dans ce budget, on avait 250 milliards qui étaient destinés au CTD. Ils ont transféré 174 milliards. Mais l'État a recouvré 90% du budget l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards qu'ils auraient pu transférer. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce jour. Lorsqu'on vient après dans un budget où on met l'emphase sur le fonctionnement, dorénavant taxé au niveau local. Lorsqu'il parle de l'informel, c'est aussi la maman qui vend les beignets au bord de la rue, qui a un capital de 10 000 francs CFA. C'est celle qui a le plat d'arachide qui a un capital de 500 francs qu'on demande dorénavant de payer, de participer à la vie économique. Est-ce qu'il y a une logique aujourd'hui? Et cette maman se dit, dès que je vais payer mon petit impôt, ça va aller dans l'achat des voitures, dans les missions des fonctionnaires, parce que c'est ça qu'on a su, les achats, les missions des fonctionnaires, les climatisations dans les bureaux, le mobilier importé, parce qu'on ne peut pas acheter le mobilier local, dans l'imposition qu'ils ont voulu promouvoir, alors que jusqu'à aujourd'hui, on importe plus de riz, on n'a pas encore vu comment il y a 10 milliards au Camerounais qui produisent au niveau local. C'est ça aussi qui pose le problème aujourd'hui. Lorsqu'on voit ça venir, on se dit, à la réalité, on peut comprendre ce qu'ils veulent, mais on ne comprend pas pourquoi ils le font pour une conclusion alors qu'au finish, ils auraient pu faire ça l'année dernière, ils ne l'ont pas fait. Vous savez, Bertrand, vous avez tout dit. Et concernant cet impôt local, moi je n'ai rien contre la déclaration des impôts, je n'ai rien contre le fait que je paye mon impôt pour le développement local. Mais là où le bas blesse, et je suis certain pour tous les Camerounais, c'est l'usage qu'on en fait de ces impôts. Lorsque on me prélève, il est question pour pouvoir augmenter l'assiette fiscale. Non, il faut toujours essorer davantage, une fois de plus, le pauvre Camerounais qui n'arrive même pas déjà à vivre, à se nourrir, à se soigner. On a parlé de santé pour tous. On nous a, comme tout est slogan dans ce pays, on nous a fait la promotion de ce slogan. Voilà également des actions qui pourraient encourager le Camerounais lambda à accepter, à déclarer ses impôts au fin de pouvoir promouvoir une santé universelle pour tous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux sont devenus les mouroirs parce que quand tu y arrives, il n'y a personne pour t'accueillir parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas garé un véhicule. Les infirmiers sont là, te regardent, ils ne peuvent pas venir t'accueillir parce que tu n'as pas garé un véhicule. Lorsqu'il y a donc cette... C'est-à-dire que ça, c'est des infirmiers et des médecins qui doivent être sanctionnés. Pourquoi? Parce que dans ces cas d'urgence et d'assistance en urgence, il y a tout un fonds qu'on convoque, quitte à ce que dès que la famille du patient est contactée, qu'elle vienne régulariser.
Voilà. Donc, le fait que ces infirmiers aient disparu de la circulation, abandonnant le malade et qu'ils soient morts, ils doivent tous être identifiés, être sanctionnés. Voilà, c'est Parce qu'il y a nous sommes là, comme dans le cas des accidentés. Voilà. C'est-à-dire que quand on les amène à l'hôpital, les prises en charge sont immédiates, quitte à ce que non, les prises en charge sont immédiates. C'est-à-dire que les prises en charge sont immédiates. Là, on a affaire à des médecins ou à des infirmiers qui ont mis leur cupidité et qui ont failli à leur devoir et à leur mission. Bon, c'était juste un coup de gueule. Il y a pas fait parce que c'est un coup de gueule. C'est important, c'est mon centre pour éduquer, pour informer, pour dire qu'à tel endroit, les choses ne se passent pas très bien. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que, bon, comment comprendre que le budget de consommation soit toujours épuisé et le budget d'investissement sous-consommé? Ça veut dire qu'au Cameroun, des entrepreneurs valables pour gagner des marchés et investir, travailler à ce que ces marchés puissent être... Si le salvetier camerounais veut fabriquer une chaussure, le matériel qu'il doit acquérir pour cela lui coûte tellement cher qu'il revend cher dès qu'il a fabriqué. Et pourtant, s'il avait des possibilités, des facilités de s'approprier un matériel à moindre coût ou alors de fabrication locale, on se dit, on peut lutter facilement et efficacement contre la vie chère. Vous savez qu'on produit le riz dans l'Ombam? Vous savez comme ça? Je suis maman. D'accord. Vous savez qu'on peut produire le blé, le mil, la tomate et tout ce que ça comporte. Je suis d'accord. Pourquoi on importe toujours le riz de manière plus frénésie, avec beaucoup plus de frénésie et beaucoup plus... Je crois que Ferdinand a répondu à cette question depuis en disant il y a des gens qui profitent des facilités de l'État sur les exonérations des intrants. Donc c'est les gens qui font pas l'État, c'est les gens qui font... Permettez, Bertrand Bika. Je pose simplement comme ça. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Non, moi je pose simplement une question. Allez-y. Il y a l'État ne fait rien, les gens... Le journaliste, il pose des questions et on répond. Allez-y. Je crois que cette fois-ci, je ne suis pas journaliste, je réponds aux questions. Alors, je dis ceci, il y a des gens qui jouent donc sur la malignité. On bénéficie des facilités de l'État, d'accord. On profite des exonérations sur l'entrée des intrants au pays. Dès qu'on les a eus, on cherche le marché ailleurs. On cherche à écouler sa production ailleurs, où on va vendre plus cher. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des usines de production de chocolat au Cameroun? Il y a des chocolatiers au Cameroun. Je n'ai pas vu le faire de publicité à qui que ce soit ici. Il y a des chocolatiers, mais on préfère vendre du clé. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus. Conséquence, il y a des... Mais parfois, le BIP, il le retourne en pratiquement de moitié ou à 60%. Et c'est un scandale. C'est la preuve que quand on met sur pied des mesures de contrôle, les Camerounais ne veulent pas s'y arrimer. Ils préfèrent fuir pour continuer à tricher. Et la tricherie ici va aux dispositions que l'État met sur pied pour faciliter la production, alimenter les marchés. Je vous ai parlé du Minader, du Minépia. Allez voir les différents programmes, programme maïs, programme tomate, programme huile de palme, programme. On met des moyens, on donne des dispositions aux gens, l'IRAD met à la disposition des plans. On met même les techniciens du Minader pour accompagner ceux qui plantent dans les champs, comment est-ce qu'il faut cultiver et tout. Et une fois la production mise sur pied, il est déjà sur le net. Il a tout fait de contacter des Canadiens qui veulent 60 000 tonnes. Des fois, on finance, même ils ne produisent rien. Voilà. Et tout de suite, il s'est déjà mis en intelligence avec quelques fonctionnaires, n'est-ce pas, et quelques douaniers, où il va plutôt aller écouler une production qui a été financée, appuyée par l'État du Cameroun pour nourrir le marché. Voilà. Donc, je vais chuter. Oui. Mais la solution, c'est quoi? La solution ici, c'est quoi? C'est je l'ai souvent proposé. On ira vers la pénalisation. On ira vers la solution. La pénalisation de la chaîne. Et ce soir arrive vers la fin de l'émission, vous voulez agir? Justement, j'ai dit, lorsque c'est le RDPC sur ce plateau qui avoue cet échec lamentable du système, je dis, c'est tellement regrettable. Je suis très d'accord avec lui. Mais sauf que c'est vraiment un échec du système. Comment comprendre que
un projet a été financé par l'État du Cameroun, mais le prestataire, une fois en train de produire, se retrouve. Le Japon subit ça également. Ça voudrait dire tout simplement dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire quoi? Que au moment où le budget d'investissement, c'est pas qu'il pose des questions ici. On va continuer. On rester tranquille. Amel, je vais vous chuter. Il se trouve donc que quelle est la solution que vous apportez donc? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a pensé à vous dédoubler. Quelle est donc la solution que vous apportez? À partir de ce moment-là, on comprend très bien qu'il y a une volonté manifeste à ce que les lignes ne bougent même pas. Voilà, Amel Olobina, oui, vous nous dites sur le plateau que la ligne consommation hyper nécessaire pour le Cameroun, 70%, c'est peut-être petit, parce que lorsqu'on voit tout ce que vous élaguez autour, ça, c'est vous qui comme importance, non mais on y va. Mais est-ce qu'on ne peut pas réellement toucher certains postes là-bas, de façon à ce que cette consommation ne vienne pas plomber l'économie camerounaise dans sa généralité. Je vais peut-être convoquer la Mercurial. On se plaint qu'on a une Mercurial, une des plus chères du monde. En Ghana, on a un kilomètre de route le plus cher, l'un des kilomètres les plus chers du monde. En Côte d'Ivoire, un kilomètre de route, c'est 150 millions, comme on a 256 millions. Le Cameroun ne fabrique pas son propre chip. Quand vous avez l'impression que vous défendez un Cameroun, vous posez la question, vous argumentez. Vous donnez votre point de vue dans la question. Je vais vous dire, voilà, on a donc une Mercurial qui est onéreuse au Cameroun, coûteuse, qui fait en sorte forcément que le fonctionnement soit très onéreux. Pourquoi on ne peut pas juste sur cette Mercurial, par exemple, pour celle-là, pour qu'elle soit raisonnable et que les Camerounais ne ressentent pas que l'État consomme à hauteur de moult milliards chaque année, quasiment que, année dernière, ils consomment ça à se mettre plein les poches. Pourquoi on ne joue pas sur la Mercurial, par exemple, pour que les prix redeviennent normaux? C'est une très belle question. Je tiens d'abord à rappeler ici que vous connaissez quelles sont mes positions vis-à-vis du gouvernement de la République actuelle. Parce que je vis très mal au Cameroun. Quand je dis très mal, ce n'est pas dire que je souffre. Quand je dis je vis très mal, j'aurais voulu avoir mieux que ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que justement, voilà un problème qui est posé, celui de la Mercurial, qui effectivement devrait intéresser les Camerounais. Comment voulez-vous qu'on achète un stylo? On va vous dire que ça s'explique sur le plan comptable. Un stylo à 10 000 francs. Ça, c'est un problème, Bertrand Bika. Comment est-ce qu'on fait pour acheter une rame de papier à 15 000 francs? Ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on fait pour acheter un camion de sable? Le problème n'est pas le taux accordé à la consommation, mais la sous-consommation du taux octroyé à l'investissement. C'est ça le véritable problème. J'ai dit le problème, ce n'est pas le fait que ce soit élevé de l'autre côté. Le problème, c'est que c'est même élevé, on l'utilise. Cela n'a pas un impact sur la vie des Camerounais, c'est trop perçu. Il a un impact, bien sûr. Il a un impact. L'électricité a augmenté, l'eau a augmenté, même les transactions téléphoniques, mobile money ont augmenté, les gens ne le savent pas, mais ça a augmenté. Ce que je veux dire, Bertrand Bika, c'est qu'il faut également donc qu'on se regarde en face et que le gouvernement nous explique et que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter la vie aux populations. On a parlé tout à l'heure des marchés publics. Je vous ai dit, l'octroi des marchés publics au Cameroun, c'est une autre paire de manches, Bertrand Bika. Si vous n'avez pas la gaudasse, comme ils aiment bien le dire, vous ne pouvez pas avoir un marché. C'est comme on vous dit, je prends le marché, si je veux, je livre. Si je veux, je ne livre pas. On saura comment on va justifier ça devant. Ce que je voulais faire comprendre à M. Asiga, c'est que, effectivement, il y a des mécanismes mis sur pied pour contrôler l'action de ces prestataires qui ont été financés par le gouvernement. Mais seulement, même le Japon qui finance des projets ailleurs se fait doubler. Même les États-Unis se font doubler. Il n'est pas une formule magique existante pour vous dire que est-ce que vous savez que le Piazzi, le Pager, U et tout ce que ça comporte ont financé des jeunes dans ce pays qui n'ont jamais planté un grain de maïs au sol. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un vient, il vous dit, je vous dis, allons dans mon village à Barba, j'ai 8 hectares de terrain là-bas, je vais faire la tomate et tout. On a des experts qui viennent étudier le terrain, ça a fait ci, ça a fait ça. Et puis maintenant, c'est fait à dessein, hein, je vous dis. On m'a financé 2 milliards de francs CFA.
Je prends les 2 milliards et déjà j'espère que vraiment ne veux plus te voir dans mon village. Voilà tes 10 millions, reste de ton côté. Je vais aller voir le truc, le contrôleur et tout et tout. Voilà. En fait, c'est que on a dans nos gènes la tricherie, le vol, la corruption et ça fait que l'investissement restera tel qu'il est et la consommation telle qu'elle est parce que nous sommes un pays de consommateurs. Merci, M. Ferdinand Congo. Voilà, on semble poser un diagnostic qui est en train de quasiment mettre tout le monde d'accord. La mercuriale est trop élevée au Cameroun du fait des fonctionnaires. L'État met l'argent dans le circuit de manière abyssale, les projets, ça ne marche pas du fait des fonctionnaires et de l'État véreux, l'esprit véreux des Camerounais. Mais il y a quand même quelqu'un qui doit rendre compte de cela. Le Cameroun a donné mandat à une personne pour qu'il puisse gérer ses problèmes. Cette personne gère un État. C'est l'État. Qui doit rendre compte? Qui doit rendre compte au Cameroun? Voilà, cette personne gère un État. Oui. Et c'est cette personne qui rend compte à travers l'État. Oui. Voilà. Et malheureusement, quand il y a un ensemble de mesures qui sont prises pour des comptes rendus ou pour des sanctions, on entend encore beaucoup de levées de boucliers à gauche, à droite pour parler des règlements de comptes politiques, des gens qu'on voudrait éteindre. On crie beaucoup aux droits de l'homme, les gens font des lettres à l'ONU. Je parlais tantôt de la pénalisation. C'est au niveau de la pénalisation qu'il faut travailler à tenir les Camerounais, à empêcher que nous soyons aussi autant tricheurs. Parce que nous trichons tous, chacun à son niveau. Et c'est une culture qui nous est propre. On a déjà, d'ailleurs, notre réputation nous a précédés quand nous sortons du Cameroun pour aller dans d'autres pays. Le petit mot, par exemple, dans les pays voisins, c'est qu'on a la grosse tête. Vous avez des grosses têtes, en fait, parce qu'on est apte à tricher. Et on triche avec notre propre pays, même au dépend de nos propres intérêts. Avec les moyens que l'État met, comme disait mon jeune frère tantôt. Je crois que c'est la pénalisation qu'il faut renforcer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le circuit de pénalisation. Dès qu'on pourra, dans un marché passé, pénaliser toute la chaîne si le résultat n'a pas été efficient, c'est-à-dire la commission qui passe le marché, la commission qui réceptionne, ceux qui payent et le prestataire, n'est-ce pas, les ordonnateurs, on ne pourra pas arrêter ces micmacs de tricheurs. C'est-à-dire que toute la chaîne, si ceux qui doivent passer le marché savent que si en amont nous le passons au mauvais prestataire et qu'il n'est pas bien exécuté, le boomerang reviendra vers nous pénalement parce qu'on va en répondre. Si ceux qui réceptionnent savent que ce que nous sommes en train de réceptionner ne remplit pas les standards d'après les termes techniques du marché, nous allons avoir des problèmes. Si c'est lui qui paye ce que je suis en train de payer n'a pas rempli les termes techniques du marché qui me permettent de prendre en charge et de payer, je serai pénalisé, ça va s'arrêter. Mais pour le moment, la pénalisation s'arrête à l'ordonnateur et la plupart du temps au prestataire. Et on oublie la chaîne. Il a parlé tantôt de délai d'initié. Mais si on découvre que parce que je suis ordonnateur de crédit de l'État, quelque part, il y a 2 ou 3 entreprises qui sont les miennes, on me prend tout de suite pour délai d'initié. Puisque ça se sait de tout le monde. C'est un secret de polichinelle. Mais tout le monde, c'est comme l'omerta. C'est-à-dire que tout le monde la ferme. Donc, au lieu de parler de démocratie et de liberté, parce que ça plombe un peu ce type de process, il faut qu'on revienne à des sociétés beaucoup plus dures, où on utilise le fouet. Parce que le véritable problème du Cameroun en ce moment, c'est qu'il y a trop de liberté et trop de démocratie, et c'est mal perçu dans l'esprit des gens. On a cru que c'était le laisser-aller. Surtout qu'on met la politique partout, parce que dès que vous commencez à faire des arrestations à l'appel, vous avez tout de suite des mémorandums qui se lèvent dans telle région du pays pour dire qu'on a frappé un des nôtres parce que politiquement il ne plairait pas. Il y a d'autres mémorandums qui se disent que tout ça vient plomber finalement le fonctionnement technique
des secteurs comme la commande publique. Et c'est la commande publique, elle enrichit, deux, elle développe. Parce que c'est à travers la commande publique qu'on crée des hommes d'affaires. Et c'est à travers la commande publique qu'on développe un pays. Puisque c'est là-bas que se passent les marchés de construction, de création d'usines. Et si elle est censée enrichir, créer la ressource, créer les emplois et développer, si c'est à ce niveau technique-là que se trouve tapis des circuits de tricherie généralisés, il faut qu'on ramène le fouet. Oui, après, qui est censé être garant de la morale des Camerounais? Qui est censé faire en sorte que tout ce que préconise Ferdinand Koungou soit une réalité au Cameroun pour qu'on n'en parle plus? Bonne question. Voilà, on accuse tout le monde. La question aujourd'hui... Finalement, nous sommes en train d'arrêter un serpent. Ah, oui. Au milieu, on ne sait pas. C'est vraiment... il fallait que vous posiez cette question parce que on se demande... Je suis très d'accord avec lui. Tout ce qu'il a dit est vraiment parfait. Mais maintenant, la question reste celle que vous posez. Qui est responsable de cette immoralité au Cameroun? Cette immoralité est née quand? Et qui est censé arrêter ce phénomène au Cameroun? Lorsqu'il a dit, lorsqu'on a fait des arrestations, on a trouvé des prétextes pour dire, voilà, il sort de ceci, il fait de cela. Ces arrestations nous ont apporté quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir détourné cette bouteille d'eau. On voit bien la bouteille d'eau qu'il a détournée, mais on ne replace pas la bouteille d'eau à sa place. Mais on dit, on a arrêté celui qui a détourné cette bouteille d'eau. Ça nous a apporté quoi? Je pense que lorsqu'on mène des actions publiques, c'est pour davantage éduquer. Il est inadmissible. Tu as détourné, tu as construit, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais l'État ne récupère pas d'abord ses biens. Et plus tard, on te met en liberté. Tu continues à vaquer dans tes occupations. À jouir de ces biens. À jouir de ces mêmes biens. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc moi je pense que le Cameroun est aujourd'hui comme il est parce que nous l'avons voulu qu'il soit ainsi. Et le poisson commence par pourrir par la tête et non par la queue. Et c'est la raison pour laquelle, posez-vous des questions. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le même prestataire qui a échoué lamentablement sur ce projet A, soit celui-là à qui on remet le même projet B? Mais on sait très bien, on a vu ces états de service au projet A. Mais vous vous retrouvez en train de lui attribuer une fois de plus le projet B et prévoir le projet C. Non, les gens sont allés changer les papiers des entreprises. Parce qu'il y a une commission qui sanctionne dans la commande publique. Suspension, radiation. Les gens vont créer d'autres entreprises. Connaissez-vous? Mais sauf qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé de nom. Est-ce que vous vous avez souvenance d'une seule entreprise qui a été punie dans ce pays pour avoir mal exécuté son projet? Si, il y en a plusieurs. Et ces entreprises ne sont plus revenues après? Non, c'est pas ça, allez-y. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que, en réalité, tous ceux qui nous gouvernent sont comme dans un panier de crabes. Où, quel que soit l'endroit où tu voudras toucher, le crabe va te piquer. Et tous le savent, ils se tiennent. Tous se tiennent. Raison pour laquelle il est difficile de dissocier un problème à un autre. Parlons du cas de l'attribution des marchés. Une fois ici sur le plateau, il y a un de vos invités qui citait le nombre de ministères qui entrent en jeu pour faciliter l'attribution de ces marchés. Pourquoi tant de ministères? Pour tout simplement dire que s'il faille que nous tous nous tombions, on va donc tous tomber. Il n'y aura personne qui sortira de là, idem. Voilà, Amel Omolobina, on parle de la consommation qui est toujours épuisée.
on parle de l'investissement qui est sous-consommé. Et chaque année, les budgets vont grandissant à l'Assemblée nationale parce que les indicateurs du Cameroun sont, entre guillemets, très verts. Lorsque on va à l'Assemblée nationale et qu'il y a quand même des indicateurs probants qui démontrent que l'ancien budget a été mal utilisé, très mal utilisé, comment explique-t-on que le budget monte de manière exponentielle et que la consommation est toujours prévue de façon exponentielle? Je vais m'expliquer. Lors du dernier budget, les rapports qui sont arrivés au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre des comptes a tiré la sonnette d'alerte pour dire sur les 40 rapports qui est censé justifier l'utilisation de l'ancien budget, il y a 33 qui sont faux. Ces 33 rapports émanent des ministères, des sectoriels, des administrations. 33 sont faux. Mais après, malgré que la Chambre des comptes ait tiré la sonnette d'alarme, on a voté au nouveau budget. On n'a pas tenu compte de la recommandation d'une entité étatique qui travaille pour dire on parle finance, on parle d'État, et ils viennent avec le faux usage de faux en écriture devant vous pour justifier un nouveau budget. Ça veut dire que le nouveau budget est basé sur la phase des faussetés. Comment est-ce qu'on peut justifier un fonctionnement comme cela, alors que la base même de ce fonctionnement est faux? Parce que pas dit par Bertrand Bika, c'est dit par la Chambre des comptes. Vous savez, la politique, c'est l'art du mensonge également. C'est l'art du mensonge. Et les politiciens du parti au pouvoir maîtrisent bien cet art. Et donc, c'est étonnant que vous vous posiez encore la question aujourd'hui. Souvenez-vous que lorsque la Cour a commis un rapport pour vous dire que telle administration vraiment est hyper corrompue, on promet même la personne parfois. C'est-à-dire, au lieu de la débouter, on promet la personne. Et moi, j'ai été à l'Assemblée nationale au cours d'une session parlementaire en tant que reporter, où j'ai suivi le président de la CONAC le dit. On a un problème ici, c'est que on dénonce quelqu'un et puis on nomme la personne. Vous vous demandez bien, mais on est dans quel pays? Vous dites bien que c'est la Chambre des comptes qui est comptable de l'État à ce niveau-là, qui vient vous dire qu'on a quand même 33 faux rapports. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Les gens, on donne la communion aux gens sans confession et on vote un nouveau budget, un peu plus élevé. Avec la consommation qui va encore passer à la trappe. La consommation n'en fait pas une fixation. Non, mais dites-vous bien que le problème à poser est le traitement qu'on fait de ces personnes à dénoncer. Lorsqu'on dénonce des gens, honnêtement, Ferdinand l'a dit et je suis d'accord, je le rejoins, la pénalisation de certaines actions dans ces pays pourrait concourir à ce qu'on soit un peu vers la sortie de l'auberge. Mais tant qu'on reste dans ce fonctionnement selon lequel, et on a bien l'impression que c'est la théâtralisation politique. Qui doit donc pénaliser, qui doit pénaliser au juste? Vous connaissez bien le pouvoir judiciaire dans ce pays. Ce n'est pas moi qui vais venir vous dire que l'exécutif a fait ci, le législatif a fait ça, le pénal a fait ceci. Non. Chacun connaît son rôle, mais refuse de le jouer. Nous, ce qu'on fait sur ces plateaux, c'est de dire ce qu'on constate et de proposer ce qu'on pense. Et comme je dis ce que constaté, je pense donc qu'il faut rentrer dans la pénalisation véritable de ces actes-là. Maintenant, qui? Il y a des gens pour ça, il y a des magistrats qui sont formés. Je ne sais pas si le dernier conseil de la magistrature a déjà eu lieu. Non. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'en a pas parlé. Qui attend encore, qui est en divagation, qui a une déshérence. Il risque à la retraite là sans prendre fonction. Voilà. Voilà donc des problèmes à poser. Dans la quantité du budget, le fonctionnement de ceci, on va fonctionner, d'accord, on va beaucoup consommer, on va investir et qui vont travailler. Il n'y a personne pour travailler. Et Ferdinand a fait d'expliquer le circuit d'attribution du marché public, mais sauf que le problème du marché public au Cameroun, ce n'est même pas ça. Le problème du marché public au Cameroun, c'est que Bertrand Bika voudrait obtenir un marché dans mon ministère. Je lui demande quelle est ma quote-part. Si on ne s'entend pas, vraiment ça reste comme ça. Le contrôleur financier, lui, ne valide aucun document qui ne soit conforme. Et tant que le contrôleur financier n'a pas signé un document, je vous rappelle que le ministre peut ordonner une dépense. Le contrôleur bloque.
Le juge de la Il est le juge d'opportunité. Juge de la régularité. Et juge de la régularité, merci. Le ministre est est juge d'opportunité et le CF est juge de la régularité. Et donc, tant que je n'ai pas été d'accord avec Bika sur les dividendes, le marché bloque et les fonds ne sortent pas parce que le CF ne signera jamais un document. Voilà le véritable problème des marchés publics. Voilà, Ferdinand Koungou, il y a aussi une interpellation quand même qu'il faut qu'on porte attention des téléspectateurs parce que si je pose cette question, ils vont se demander pourquoi ne pas poser. On a quand même vu le président de la République à moult reprises, depuis plusieurs années, demander à ce que le train de vie de l'État soit réduit. Il a demandé à ses ministres de faire quand même attention. Ils peuvent vivre comme vivre, mais vivre moins. Mais paradoxalement, on a l'impression que plus on demande de faire attention, mieux ils vivent encore de plus en plus accélère encore sur la consommation. Beaucoup se demandent, est-ce que le chef de l'État n'est plus suivi? Est-ce que ces créatures n'écoutent pas ce qu'ils disent? Quand on a l'impression que vous rencontrez les ministres, ça va devenir. Si vous allez dans un ministère et que vous parlez de consommation, ricochet le fonctionnement, le traitement de la personne du ministre est une infime partie de ce que c'est que la consommation. C'est le ministre quand même qui donne le là. Ça veut dire que le ministre ne crée pas les procédures. Il faut qu'on se trompe. Bon. Le ministre, vous le ministre ne crée pas les procédures. Je vous relance encore. Je vous relance encore légèrement. Lorsque le chef d'État voit donc sur sa table un projet de loi qu'il doit promulguer avec une consommation de plus en plus excessive, alors qu'il a demandé à ces créatures de réduire le train de vie de l'État, il signe quand même pour promulguer la loi. C'est pas paradoxal? Est-ce que vous connaissez les procédures? Le budget est pensé en amont et est préparé, il est soumis au vote des députés. Dès qu'il est voté, il est soumis au président comme une loi pour promulgation. Quand ça arrive chez le président, il arrive avec toutes les explications pour qu'il puisse promulguer, parce qu'il doit comprendre le document qu'il va promulguer. Donc évidemment, il sait que quand il voit consommation et fonctionnement, il sait ce que c'est. Et il voit à l'intérieur que le traitement des fonctionnaires, du plus grand au plus petit, y est compris. Le fonctionnement, c'est-à-dire que la logistique, la bureautique, les consommables, y est compris. Et maintenant, le traitement des chefs de département ministériel, quand il les vise, il sait évidemment que le traitement va en adéquation avec ce qu'il a demandé. Et je vais vous faire la démonstration. Allez dans un ministère. L'argent qu'on utilise pour acheter le papier à imprimer, c'est 10-50 fois le traitement de l'individu ministre, c'est-à-dire que son salaire, les avantages qui vont et son carburant. C'est-à-dire que l'argent dans un ministère comme celui de l'éducation de base, pour acheter le papier, quand on l'achète en conteneur. Et il est épuisé en un mois. Parce qu'on imprime à temps et à contre-temps. Ça, ce n'est que le papier. Et c'est ça qui rentre dans ces fameux fonctionnements et ces fameuses consommations. Votre problème, c'est que vous faites une fixation sur le véhicule du ministre qui s'amortit sur 5 ans et sur le carburant qu'on a donné au ministre qui est une infime partie de ce fonctionnement et de cette consommation. On vient de vous dire que ce papier qu'on achète en conteneur, on paye la rame à 15 000 francs. C'est ça? Non, on a convoqué tout ça. Même si on le paye à 5 000. Même si on le paye à 5 000, même si on le paye à 5 000, s'il faut le consommer à 2-3 conteneurs le mois, dans un ministère comme celui de l'éducation, il coûterait toujours très cher. Non, encore que la mercurale, le papier n'est pas, la rame de papier n'est pas 15 000. Vraiment, il ne faut pas qu'on vienne dire n'importe quoi. C'était une figure. La mercurale obéit à 3 aspects, parce que c'est un document technique que met à disposition le ministère du Commerce. La mercurale obéit à la zone, à la difficulté à livrer, n'est-ce pas, et à la marge bénéficiaire qu'aurait le prestataire. Parce que on sait qu'évidemment, c'est des factures qui se paient sur
90 jours, voire 6 mois. C'est ça donc la mercuriale. Et on y met des impôts qui sont prélevés à la source, plus l'enregistrement et le timbre. Donc on conçoit le prix du produit à livrer en fonction de ça. C'est ça la mercuriale. Maintenant on peut discuter sur, parce que dites-vous bien que la rame de papier, si vous prenez la mercuriale, ne va pas coûter le même prix en Gondéré qu'à Yaoundé, ou à Boulevard, ou à Douala. Ça c'est des éléments qu'on doit mettre à la disposition du public. C'est très important. Donc la mercuriale en fait est un outil qui permet... Ça c'est la mercuriale normale. Ouais, qui permet... Il y en a qui essayent quand même de gonfler toujours. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une application. Bon, il y a une application dans les contrôles financiers. Laissez-moi comprenez bien. Vous traitez c'est très important. C'est très important. Je vous relâche. Dans le traitement de facture au contrôle financier. La thème me revient. Vous allez comprendre pourquoi je le fais. Vous allez comprendre, c'est vous qui avez la parole. La thème me revient. Il nous reste 7 minutes pour sortir l'émission. Vous regardez. Ça veut dire que vous allez continuer à édifier les Camerounais et aller vers les conclusions en 2 minutes. On va prendre 2 minutes pour sortir. Voilà ce que je voulais dire simplement. Voilà. Continuer à édifier et donc, j'étais donc en train de dire que voilà comment la mercuriale se construit. Et personne ne peut, sauf pour des autorisations spéciales, pour une facturation spéciale, 99% des marchés chez nous obéissent à des prix normés par la mercuriale. Et dans le traitement de la facture au niveau du contrôle financier, qui est juge de la régularité, il y a une application en traitement machine qui fait que votre facture, la facture du prestataire qui a été livrée, donc qui a été engagée, produit par produit, numéro de produit, la machine vous donne le prix normé. C'est-à-dire que si on a dit que la rame, c'est 6 000, vous la facturez à 8 000, votre facture ne peut pas être passée au contrôle financier parce que vous êtes en dépassement du prix de la mercuriale. Il ne faut pas croire que... Ok, qu'est-ce qu'on fait dans solution? Non, la solution ici, comme je l'ai dit, c'est que le fonctionnement et la consommation, c'est d'abord les moyens pour que l'État, ce mastodonte, fonctionne de façon optimale pour le service public. C'est-à-dire que la logistique, le matériel des bureaux, les consommables, pour pouvoir travailler. Et non le traitement d'un ministre qui vous intéresse tant. Le ministre, c'est un fonctionnaire. Le ministre, c'est un fonctionnaire qui a droit à un salaire, à des avantages qui sont actés. Le ministre n'invente pas son traitement. On va aussi dire que le fonctionnement prévoit qu'un fonctionnaire doit avoir 100 jours d'émission par an, 100 jours, 365 jours. C'est quand même beaucoup en termes de prévision, il faut dire. Ça c'est une prévision. C'est une prévision et tous les fonctionnaires n'ont pas 100 jours d'émission par jour. Par mois, quand même. Par an, oui. Mais tous les fonctionnaires, on a prévu. Mais en budgétement, on peut voir quand même ça, lorsqu'on fait le budget. S'ils ont tous 100 jours, voilà ce que ça va donner. C'est ça qu'on se dit quand même. Bon, non, allez-y, posez. Pour ma part, je dirais au grand frère, lorsque le président de la République a eu à parler du train de vie de l'État, de la réduction du train de vie de l'État, c'était pas fait de façon anodine. Cela est allé d'un constat clair et net. Venir nous faire comprendre ici que le train de vie de l'État n'est pas exorbitant comme on le pense, c'est à juste titre, c'est à juste mesure. Ça veut dire que lui-même, il va contre ce que le président de la République a eu à constater. Quand il a parlé de réduction du train de vie de l'État, il a demandé qu'on revoie tout ce qui va avec la consommation, la logistique. Est-ce que ça a donc été fait? C'est fait. C'est pour ça qu'il promulgue le projet de loi. C'est la raison pour laquelle... Votre problème, c'est que le train de vie de l'État renvoie au ministre. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle... on lui donne, c'est un avantage. C'est la raison pour laquelle il faudrait que nous ayons quand même l'honnêteté de reconnaître ici que le trop-plein de vie de l'État reste encore exorbitant. Le trop-plein de vie? Oui, reste encore exorbitant dans ce pays. Le trop-plein de bonne vie de l'État. De bonne vie même de l'État reste encore très, très exorbitant pour un pays où les populations vivent avec moins de 1000 francs par jour. Est-ce que vous savez? C'est pas le cas. C'est pas le cas.
Avec 1000 francs, vous appuyez sur les statistiques standards calquées. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On sort par où? Oui, Bertrand Bika, vous savez, les débats dans lesquels on cherche simplement le coupable, on cherche toujours le coupable sans penser les solutions, ça n'aide véritablement. Il est clair que le projet de loi a été voté et désormais même, on va dire promulgué, parce que lorsqu'il a été adopté, il n'y a plus rien à faire. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faudrait simplement que les personnes vers qui seront allouées ces ressources les utilisent à bon escient et pensent à l'amour qu'il y a pour le prochain. Qu'ils se disent, après nous, il y a les autres. Qu'ils ne pensent pas que tout va leur revenir. Parce que si aujourd'hui, on prend de l'argent pour ses propres comptes, il y a un problème. Il faut donc que, d'accord, les Camerounais vont serrer la ceinture, pendant que ceux-là qui nous imposent pour les bretelles, il n'y a pas de souci. On va vivre à genoux plutôt que de mourir debout, mais qu'ils pensent quand même qu'étant à genoux là, on peut avoir besoin d'un épi de maïs, on peut avoir besoin d'une gousse d'arachide, et qu'ils s'y mettent véritablement pour le développement de notre pays et le bien-être des populations. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne demande pas autre chose. Moi, je n'ai rien contre le fait que le ministre roule dans une grosse cylindrée, ça ne me dérange pas. Je n'ai aucun problème à ce que le ministre dorme dans une chambre climatisée, ça ne me dérange pas. Quand on est ministre, on doit quand même pouvoir bénéficier d'un certain confort. Mais ça commence à déranger. Quand on est ministre, on bénéficie d'un certain confort. De logement de on oublie qu'il y a un Camerounais qui dort sous les ponts à Yaoundé. C'est là où ce n'est plus bien. Voilà, c'est là où ce n'est plus bien. Indemnité de logement de ministre français, 8 000 €. Recommandation de Molobina, qu'on va mettre un thème à cette émission. Demandez à ces ministres d'être un peu humains, de faire preuve d'humanisme. Ne prenez pas tout. Pensez que celui qui dort sous le pont a besoin aussi d'un épi de maïs. Construisez moins vos grandes loquantes maisons. Envoyez-moi vos enfants dans toutes les écoles du Cameroun. Députés, au maire et tout le monde. Oui, pareillement. On parle de tout un système. Mais quand vous concluez l'émission ou bien vous faites comment? Je crois que je venais un peu... Voilà, merci Amel. Vous avez mis le cœur. Non, merci d'être venu sur le plateau, Amel. Je vous en prie, Bertrand Bika, c'était un plaisir. Il faut dire que je devais également des excuses à vos téléspectateurs, parce que par 3 fois de suite, j'ai été annoncé sur votre plateau pour des raisons soit professionnelles et parfois de santé, je n'ai pas pu être là. Donc, je me suis fait le devoir et l'obligation d'être aujourd'hui sur votre plateau. Et l'honneur m'échoit d'avoir rencontré sur ce panel de brillants co-discutants. Je retiens de votre plateau la discipline. Et je vous en félicite d'ailleurs pour cela et j'espère pouvoir revenir prochainement. Voilà, merci Fazan. Merci, bonne soirée à tous les téléspectateurs. Merci Patricia. Merci Bertrand, Armel de Atouzi. Voilà, Armel Atouzi. Voilà, on va donc mettre la clé sous le paillasson, simplement en vous recommandant de rester en compagnie des programmes de l'Horizon 3 Télévision. Et nulle part, il y a précis sommet à la télé. L'émission de ce jour était coordonnée par Christelle Tchigniem et supervisée par l'honorable François Biba. Quant à moi, je vous retrouve demain, ce sera à 18h30 pour la deuxième sortie de votre émission Horizon Soir. Passez une très bonne soirée à tout le monde.